Marie, merci de nous recevoir à l'INSEP. Comment vas-tu? Très bien, je sors l'entraînement, ça va. T'as des JO à préparer? Il paraît, oui. Pour te présenter, tu as 35 ans, je le précise parce que ça va être aussi important pour parler de ta carrière et du fait que tu es arrivé plutôt tard dans le haut niveau. Tu es médecin et athlète de haut niveau. J'ai jamais vu ce combo, je sais pas comment tu fais. On est plusieurs à être médecins. Il y a des athlètes pour le coup en athlétisme et des escrimeuses aussi qui sont en cours d'études de médecine. Médecin et athlète de haut niveau en paracyclisme. Tu es aussi très connu pour tes engagements et c'est justement donc de ces engagements qu'on voulait beaucoup parler tout en évidemment évoquant ton palmarès sportif qui est très impressionnant. J'ai quelques questions pour que les gens qui regarderont cette vidéo te connaissent un peu mieux. Très globalement, d'où viens-tu? J'ai grandi à Versailles. Ensuite, j'ai fait mes études de médecine à Bordeaux et puis maintenant je vis en région parisienne. Et je suis licenciée au club de Créteil depuis quasiment mes débuts dans le paracyclisme. C'est un club qui prend vraiment soin de moi. C'est aussi grâce à ce club-là que j'ai rencontré mon entraîneur Grégory Boger. J'ai commencé avec eux et je finirai avec eux. Je sais que tu as un lien fort et je pense qu'on va l'évoquer plus tard. Et dans quel environnement familial tu as grandi? J'ai grandi dans un environnement familial assez très privilégié, dans une famille très classique. J'ai un frère et un petit frère et deux petites sœurs. Est-ce que tu avais une famille engagée ou c'est vraiment quelque chose qui t'est propre et qui fait ta personnalité? Pas directement. Il y a quand même quelques personnalités, dont mon arrière-grand-mère que je n'ai pas connue, mais qui était ingénieure en agronomie et pour son époque, c'était pas rien. Et ma grand-mère aussi, qui est une artiste et qui, dans les années, je dirais 80, fin 70, a divorcé, ce qui est pas rien non plus, de s'affirmer en tant que femme à cette époque-là. Est-ce qu'elles sont engagées? Non, mais en tout cas, elles ont un sacré caractère. C'est des tempéraments, en tout cas moi, qui m'ont inspirée. Quel était ton rapport avec le sport quand tu étais plus jeune? D'abord un sas de décompression. Je suis née avec une malformation au niveau du pied et de la jambe gauche qui a nécessité un suivi orthopédique pendant toute ma croissance. Et quand je suis née avec cette malformation, j'avais beaucoup de questions sans réponse. J'avais aussi beaucoup d'incompréhension, un sentiment d'injustice parce que même si j'arrivais à faire tous les sports que je voulais, je sentais bien que mon corps fonctionnait différemment. Et puis en parallèle, il y avait les moqueries à l'école qui étaient assez dures à encaisser. Et c'est vrai que c'était pour le coup sur le terrain de foot à la récré que je réglais mes comptes. C'est ma manière d'exprimer mon refus de subir les injustices et les moqueries. Je me posais la question, comme tu dis, tu as donc une malformation au pied. Donc c'est une partie en soi visible, enfin, on peut le voir à l'œil nu, c'est pas comme un handicap mental dans ce sens-là, mais d'un autre côté, c'est aussi quelque chose que tu peux arriver à cacher ou pas justement. Effectivement, c'est un handicap que j'arrive facilement à cacher. Je pense que quand tu m'as vu arriver, tu t'es pas douté de quoi que ce soit. Enfin, on peut le voir quand je pédale parce que j'ai quand même un mollet qui est plus musclé que l'autre. D'accord. Les pieds sont pas pareils et comme j'ai des chaussures qui sont moulées à mes pieds en cyclisme, ça se voit, mais j'arrive à le cacher et je me le suis moi-même caché pendant très longtemps. Dans le sens où tu l'as renié? Ouais, j'ai longtemps fait un déni jusqu'à mes 20-25 ans. Je refusais de le voir et je faisais comme tout le monde. T'as fait quoi comme type de pratique jusque-là? Parce que t'es pas arrivé tout de suite dans le cyclisme. Je savais qu'un jour j'aurais du mal à courir, que ma malformation se dégraderait. Et du coup, j'avais à cœur de découvrir tous les sports qui me faisaient rêver. Donc j'ai fait de la natation, du tennis, j'ai fait du sport co avec du hand, du rugby, j'ai fait un peu de volley aussi, j'ai fait du ski, du surf, de l'escalade. Le surf, c'est incroyable. L'escalade aussi, j'aime beaucoup. Ouais, franchement, t'as tout testé en fait. Et en fait, tout ce qui me faisait rêver, tout sport où je me projetais, j'avais envie de le faire. Et dès que pour moi, mon corps avait acquis la compétence du sport, je passais à autre chose et j'allais découvrir autre chose. Ouais, tu t'es jamais mis de barrière, toi? Non, et j'ai jamais cherché la compétition non plus. Pour moi, c'était de base injuste vu que mon corps ne fonctionnait pas comme les autres. Pourquoi est-ce que j'irais me mesurer? Enfin, par exemple, au cross de l'école, j'ai globalement toujours été sur le podium, mais à la fin, il y avait ce truc de me dire, bah ouais, je suis pas première, mais en même temps, j'ai pas les mêmes jambes, quoi. Il y a une jambe qui court beaucoup moins bien que l'autre, donc c'est pas juste, quoi. Et ta famille, eux, comment ils géraient, avec toi? Eux aussi étaient un peu désarçonnés, il n'y avait pas trop de réponses à mes questions, et c'est vrai que mes réponses, je les trouvais auprès de mon chirurgien, et c'est vraiment lui qui faisait office de figure, en tout cas concernant ma malformation, pour m'orienter. C'est encore quelqu'un que tu vois aujourd'hui ou... Non, je l'ai vu pendant très longtemps, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui m'a donné envie de faire médecin, et c'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré. Donc on a parlé de tes pratiques que tu as testées un peu à droite à gauche, mais toujours en étant très forte, j'ai l'impression. Tu peux nous expliquer comment tu es arrivée donc, dans le cyclisme et surtout en haut niveau? En fait, je suis arrivée dans le cyclisme après une consultation avec le chirurgien qui m'annonce du coup que effectivement mon articulation est bien dégradée et que je ne pourrai plus courir. En gros, il me reste le choix entre le cyclisme et la natation. J'ai décidé de me mettre sur un vélo pour me rassurer, de me dire que je pourrais quand même continuer à faire du sport. Et puis le vélo, il y a cette notion de voyage qui m'attirait quand même pas mal. Donc je suis allée là-dedans. On m'a offert un dossard pour faire l'étape du Tour. J'ai galéré parce que j'avais aucun entraînement et j'ai passé plus de 9 heures sur le vélo. Pourtant, j'ai passé un super moment. Et c'est là où je me suis dit, bon, t'as pris du plaisir malgré toutes les galères que t'as rencontrées sur la route. Donc maintenant, va dans un club et va progresser, quoi. Et là, c'est direction Créteil.
Créteil, le club de Et Créteil. là, ouais, c'est direction Créteil, où on m'a fait comprendre que si je voulais progresser sur la piste, sur la route, il fallait que je fasse de la piste. Et toi, tu préfères Moi, je préfère la piste. La piste aujourd'hui, ouais. Et donc en fait, l'US Créteil m'a amené ici pour faire des créneaux pistes sur une fois par semaine. Et c'est un fameux Grégory Boger qui m'a mis sur cette piste-là. Qui est aujourd'hui ton entraîneur. Qui est aujourd'hui mon entraîneur, mais qui m'a vu chuter et faire chuter tout le monde derrière moi parce que j'ai chuté dans le virage et il y avait tout. Enfin bref, c'était. Le premier souvenir qu'il a de toi, c'était un strike. La rencontre, Ouais. c'était tu fais tomber tout le monde, strike. Et malgré ça, Et je me relève. il a vu le potentiel. Et bah là, il n'y a pas de potentiel à voir. Là. En tout cas, il a vu que je m'étais relevée, que j'étais remontée sur le vélo pour pas rester sur cette chute. Et la réalité, elle est que moi, j'avais vraiment une volonté de vouloir apprendre. Et quand on a la chance de côtoyer un athlète comme lui, qui a un palmarès énorme et qui a surtout 20 ans de haut niveau derrière lui, bah, je vous assure, on apprend très très vite. Il est dur un peu, non? Alors oui, mais on partage la même rigueur. Moi, ça m'a jamais mis dans l'inconfort. D'accord. C'est-à-dire que l'heure, c'est l'heure, les règles, c'est les règles, les exos, c'est les exos, et la récup, c'est la récup. Quoi. Je me suis jamais... Non, j'ai pas envie de m'échapper. Et là, tu reviens, donc tu me dis si je me trompe, mais tu reviens des championnats du monde qui étaient donc à Rio. Ouais. Tu as eu 2 médailles d'or. 2 médailles d'or et une médaille d'argent. Exactement. Donc félicitations. Merci. Déjà, très fort. Quel a été le titre le plus dur pour toi à aller chercher? Est-ce que ce sont ces médailles d'or ou peut-être une autre? Je dirais que le plus dur, c'est quand il y a beaucoup de pression derrière et ça reste les critères de sélection pour les Jeux. On savait que la fin des critères s'arrêtait à Rio et pour le coup, moi, c'était mon 500 mètres qui comptait énormément. Donc ça a peut-être été le plus dur à aller chercher. Donc celui où tu as eu médaille d'argent. Ouais. Après, les titres, pour moi, ils sont hyper beaux. Parce que je m'y attendais pas spécialement, parce que je l'ai fait avec ma coéquipière Heidi Gauguin. Et pourtant, on a plus de 15 ans d'écart. Oui, elle est plus jeune, j'allais dire. Ouais, elle est beaucoup plus jeune que moi, enfin quasiment une génération d'écart. Et on est concurrentes surtout. Mais on a vécu un beau moment de sport toutes les deux. Et puis même, moi, c'est mes derniers championnats du monde. Donc finir avec 2 médailles d'or, je pouvais pas rêver mieux. On va parler vers la fin du coup de la suite pour toi. Est-ce que c'est un de tes meilleurs souvenirs dans ce monde sportif du paracyclisme? Ouais. Cette course, du coup, où ça me fait à la fois gagner le scratch, qui était la course qu'on faisait sur le moment, et gagner l'Omnium, qui était un classement de toutes les courses qu'on a fait sur ces championnats. C'est mon meilleur moment sportif parce que il illustre vraiment cette idée que j'ai que même dans l'adversité, si on s'entraide, les deux iront toujours plus loin que si on collabore pas. Quand tu dis collaborer, est-ce que c'est le côté cycliste? C'est un sport que j'ai pas pratiqué, mais où vous allez faire des stratégies ensemble? Déjà, on va calculer les points des autres adversaires, on va regarder ensemble comment on court les autres, en fait, on va se donner aussi peut-être des idées que l'autre n'a pas, des techniques que l'autre n'a pas. En fait, on va être dans le partage. Rien que ça permet de tirer vers le haut. Moi, quand Heidi, juste avant le départ, elle me dit bon, bah, c'est notre dernier Omnium, il faut qu'on en profite. Bah, elle a tout dit en fait. Et quand on se prend dans les bras à la fin, pour moi, c'était l'accolade la plus sincère qu'il pouvait y avoir. Il peut y avoir aussi parfois des rivalités, mais pour le coup, toi, c'est pas quelque chose que tu as senti, en tout cas de coéquipière à coéquipière. Alors moi, j'ai pas une compétitivité externe. J'arrive pas à vouloir battre l'autre. Par contre, j'ai une très forte compétitivité interne, c'est-à-dire que d'aller battre mes chronos, c'est quelque chose que j'ai en moi. Donc de me battre contre moi-même. Donc moi, je fais partie de celles qui souhaitent bonne chance à mes coéquipières avant de partir, enfin à mes adversaires. L'édition précédente, si je me trompe pas, tu as fait les championnats du monde avec une coloration. Alors, en 2023, j'avais une coloration qui était un bouquet de fleurs. Et 2022, par contre, j'avais le drapeau LGBT sur la tête. Du coup, j'ai bien envie d'en savoir plus sur les deux colorations parce que j'avais pas l'info des fleurs. Quels sont tes engagements concrètement? Pourquoi tu luttes? Et nous expliquer un peu les histoires derrière ces deux colorations. Le point de départ, c'est les Jeux de Tokyo où je réalise que le milieu sportif et le milieu paralympique est extrêmement sexiste. Et qui dit sexisme dit forcément un côté un peu multidimensionnel. Et donc ça va aussi toucher la communauté LGBT avec de l'homophobie. Il y a aussi du racisme, on va pas se mentir. Et au retour de ces Jeux, pour moi, ça faisait aucun sens de repartir à la recherche de médailles juste pour la médaille. Parce que tu as eu 2 médailles de bronze aux Jeux de Tokyo. Et j'étais très déçue, écœurée et de faire ce constat-là. Quand on me dit au jeu que si je voulais pas un sport sexiste, il fallait que je fasse un sport de filles. Déjà, ça veut dire qu'il existe des sports de filles et qu'en plus on reconnaît ouvertement que le sport est sexiste. Qui t'a dit ça? Quelqu'un du staff. Ah, donc c'est vraiment chaud quoi. Oui, mais c'est ambiant, c'est-à-dire que l'argument quand on réfute à cette phrase-là, c'est non mais de toute
façon, c'est comme ça a toujours existé. Tu comprends, les blagues, ça permet aux athlètes mecs de déstresser. Ouais, mais qu'est-ce qu'il en est des femmes à côté qui ramassent les blagues à l'appel, quoi. Sauf que ça, pour moi, c'est à déconstruire. J'ai envie de revenir sur ça parce que ça me paraît fou. Donc c'est aux Jeux de Tokyo que tu comprends aussi que je constate ça. Parce qu'avant, en fait, quand tu t'entraînes ici... Parce que moi ici, en fait, j'ai un staff qui est choisi. J'ai un entraîneur, un prépa physique, prépa mentale, mais c'est des gens que j'ai choisis. C'est des gens qui sont au courant et qui connaissent ma personnalité, qui connaissent mes engagements, qui connaissent mes particularités. Ils comprennent, parfois ils reprennent les gens, et puis surtout, ils me soutiennent dans mes combats. Donc c'est important aussi pour toi de bien t'entourer pour avoir une sorte de bouclier aussi. Du coup, c'est autre chose aussi, c'est que c'est important pour moi de faire prendre conscience de la notion d'allié dans le milieu du sport. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas trop, tout comme le côté multidimensionnel de la lutte contre les discriminations. Le milieu paralympique va se battre pour l'inclusion du handicap, mais il ne faut pas en oublier le sexisme, il ne faut pas en oublier l'homophobie, il ne faut pas en oublier le racisme. Avant donc de passer aux colorations, que j'oublie pas, parce que la fleur ça m'intrigue, j'ai envie d'en savoir plus. Avant que tu sois athlète de haut niveau, est-ce qu'en tant que femme, tu avais déjà la notion, parce que c'est aussi quelque chose qui s'est vachement développé, le féminisme, se mettre des mots, est-ce que tu avais la notion qu'il y avait un problème dans le monde Oui et non, parce que mine de rien, oui, parce que on traverse toutes des milieux où on subit du sexisme. Et non, parce qu'on a toutes, je pense, s'est dit, bah ouais, mais c'est comme ça. Ouais, je trouve aussi, je sais pas si... J'ai vachement eu un électrochoc donc, en étant dans le milieu du journalisme et du sport. Donc là, je me suis rendu compte, je me suis dit, ah oui, c'est chaud quand même, il y a des gros cas. Et après, j'ai remis en perspective plein de choses de ma vie, entre guillemets, ma courte vie pour le moment. Mais tu vois, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai qu'en fait, il y a un gros problème de façon générale. Ouais, mais après, ce qui est hyper compliqué, je trouve que c'est que ça demande, pour pouvoir, en tout cas, agir, ça demande vachement de compétences. Déjà, ça demande de se connaître, ça demande de savoir analyser en temps réel, parce que parfois on s'en rend compte peut-être 2 semaines, 3 semaines après. Exactement. Une fois qu'on est capable d'analyser, ça demande de savoir répondre. Très dur, très dur. Sur ces sujets-là, c'est hyper dur, surtout que les arguments qu'on a en face sont tellement ancrés et sont tellement solides, et ils sont tellement validés par une masse entière de gens, que c'est très dur de les affronter, on se sent très vite seul. Et calmement aussi, pour pas derrière l'hystérique, machin. Et calmement, parce que l'hystérie arrive très vite. Mais par contre, je t'assure que quand tu sais répondre... T'as des tips? Rester calme et ça c'est ma femme qui me le dit, alors elle me le dit en anglais mais moi je ne ferai pas la fond de parler en anglais, mais elle me dit en gros balayer avec amour quoi, enfin avec gentillesse, avec le smile. Les 2 coiffures, déjà est-ce que c'est un lien avec le fait que quand il y a un contexte sportif, tu peux pas forcément avoir des messages politiques sur toi en fait? Est-ce que c'est un moyen de contourner? À la base c'était un moyen de me dire on parle pas beaucoup du parasport, on parle encore moins du parasport féminin, je vais voir si en me colorant les cheveux on parle plus de ça. Et in fine, la première fois que je fais une coloration, c'est une coloration léopard. Et je fais championne du monde sur route cette année. Et on a plus parlé de ma coloration que de mon titre. L'automne, juste après ces championnats, je fais la coloration LGBT du drapeau. Ça, c'est parce que c'était une coloration que j'aurais aimé faire pendant les Jeux, qu'on ne peut pas faire parce qu'il y a une réglementation assez stricte sur le fait d'afficher nos orientations philosophiques, religieuses, politiques et sociales. Donc c'est très large quand même. Mais j'avais à cœur de le faire. Et au final, j'ai eu des retombées hyper positives. T'as pas été frustrée on parle plus de ma coloration que de mon titre? Non, parce que autant la coloration léopard, elle n'avait aucun sens militant, autant celle-là un peu plus. Et pour le coup, si mes engagements prennent plus de place que mes médailles, en vrai, je signe tout de suite. Ok, tous les sportifs ne sont pas engagés. Après, chacun fait aussi comme il peut avec ce qu'il a face à l'engagement. C'est pas évident de s'engager quand on est sportif en activité, parce que ça dérange un peu. L'année qui a suivi, on va dire, les relations n'ont fait qu'empirer avec ma fédération, et ça a été un peu une année de calvaire. Donc les fleurs, là pour le coup, il n'y avait pas de militantisme, c'était juste pour apporter un peu de douceur. Ok, et c'est passé quoi? Quand on commence à mettre des mots sur des comportements, ça veut dire qu'on commence à faire exister un problème, bah ça déplaît. T'as pointé des personnes pour leur comportement, ça a été mal perçu? Ouais. Ok, donc est-ce qu'elles ont été défendues? Pour moi, elles ont été soutenues. Après, il y a eu aussi des engagements pour changer des choses, et des choses ont été changées. Mais l'impact que ça a eu sur mon quotidien à moi cette année-là a été très dur. Pendant 1 an, tu gères comment en fait, à la fois devoir performer et avoir tout ça en tête vis-à-vis de la Fédé? Il faut être très bien accompagné. J'ai la chance à la maison déjà d'être avec une femme très soutenante et très aimante. Tout le monde dans mon staff m'a soutenue parce que cette année-là, j'ai vraiment voulu tout arrêter. C'est eux qui t'ont donné la force de ne pas arrêter? C'est eux
eux qui m'ont donné l'espace et le temps pour que je me retrouve et que je prenne la décision. Aucune de ces personnes m'a dit il faut continuer ou t'as raison, arrête. Vraiment pas. Par contre, ils m'ont juste laissé le temps de dire ok, pendant 1 mois et demi, tu vas pas faire de vélo, tu vas partir, tu vas aller à l'autre bout du monde. Et puis, t'as été où? On a été dans le désert californien en van. Oh. Et il a vraiment fallu une déconnexion assez intense. Donc 1 mois et demi, sans parler à personne ou quand même t'avais des contacts J'avais tout coupé. Déjà, on captait pas dans le désert. Non mais c'est trop bien. Et j'avais coupé tous les réseaux, j'avais tout coupé. Ouais. Et donc, ce qui te fait revenir, c'est la fin du voyage ou est-ce qu'il y a eu un changement, mais j'en doute peut-être à la fédération? Non, il n'y a pas eu de changement. Ce qui me fait revenir, c'est mes engagements, c'est de me dire que j'allais pas m'arrêter là-dessus, que j'avais pas fini moi non plus mon histoire perso et que j'allais pas laisser d'autres gens décider à ma place. Est-ce que toutes les injustices que tu as ressenties, ça a impacté tes résultats? J'ai pas de certitude, mais je pense que oui. Dans le sens où compliqué de performer sereinement quand on se sent pas dans un environnement avec beaucoup de bienveillance. Ce qui n'a pas été le cas pour ces derniers championnats du monde. C'est pour ça qu'il y a quand même des choses qui ont changé. Ces championnats du monde-là, je l'ai pas du tout vécu comme ça, mais avant, c'était comme ça. Et qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un changement? Ça paraît bête, hein, mais on a une kiné femme qui vient, qui nous masse dans un endroit réservé aux femmes. Et ça change tout, quoi. Ça veut dire qu'il y a une demi-heure dans la journée où ça nous fait un sas et on se sent bien, quoi. Mais c'est bien aussi de souligner que ça passe par des actions qui paraissent tellement anodines en fait et normales, que de se sentir un mieux. Staff féminin. À Tokyo, il y avait que des hommes dans le staff. Parce que oui, vous choisissez pas en fait avec qui. Donc toi au final t'as ton entraîneur, mais il y a pas toute ton équipe aussi mais j'ai quand même même. pas mon entraîneur. T'as même pas ton entraîneur au jeu? Waouh. Ok, je savais pas du tout ça. Et est-ce que c'est lié à ton sport, ta pratique, ou c'est tout le monde pareil? Je pense que c'est dépendant de chaque sport, mais il y a des sports où les staffs fédéraux prennent plus de place. Donc j'entends mieux aussi le fait que sur des compétitions, en fait, tu te sens pas aussi bien entouré que quand tu t'entraînes. Ça a été un gros travail avec la psy. Une psy qui t'accompagne encore, non? Ouais. Il me semble que tu es très suivie et que tu fais très attention à ton bien-être mental. Exactement. Tu peux nous dire un peu quelle est ton équipe à ce niveau-là? Parce que je crois que tu en as plusieurs. Non, j'en ai qu'une là à ce moment-là, actuellement, qui fait à la fois la psychologue, qui fait aussi la prépa mentale. On travaille beaucoup plus le versant psy que prépa mentale. Mais tout le monde, en dehors du sport, devrait aller voir un psy. Non, je suis bien d'accord. Et les hommes qui n'hésitent pas. Je glisse ça là. Parce que moi, le suivi psy, je l'avais commencé avant le haut niveau en tant que médecin. Parce que je me sentais peut-être trop jeune ou trop immature pour gérer certaines consultes, émotionnellement parlant. Et c'est vrai que j'avais besoin de ce sas pour vider un peu mon sac et comprendre ce que je pouvais ressentir dans certaines consultes. Tu as parlé aussi de nombreuses fois du manque de visibilité du handisport. Comment ce manque de visibilité t'impacte? Alors déjà, c'est biaisé par les Jeux qui vont arriver. Aujourd'hui, beaucoup d'athlètes paralympiques sont quand même bien sponsorisés et j'en fais partie. Peut-être que mon discours serait différent après Paris. Même avant Paris, moi avant Tokyo, je travaillais à 50% en tant que médecin pour pouvoir vivre. Donc j'avais pas non plus des masses de sponsors à ce moment-là. Donc l'arrivée des Jeux de Paris a fait beaucoup de bien au milieu paralympique et j'espère qu'il restera quelque chose de ça. Pareil, les médias s'intéressent beaucoup plus aux athlètes para. Voilà, après c'est aussi à nous, athlètes para, de transformer un peu l'essai. Quel serait selon toi le juste milieu entre, parce que tu me disais que tu avais été, t'as pas dit exactement l'émotion, mais en tout cas on a parlé plus de tes colorations, de ta première coloration que de ton résultat sportif. Quel est selon toi le juste milieu? Est-ce que là tu estimes qu'aujourd'hui, tel que tu es représenté dans les médias, c'est très bien ou... Ouais, bon, on va pas mentir, avec l'approche des Jeux, on fait quand même des tris. On peut pas dire oui à tout le monde. On a de la chance. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est vrai que quand je vois que c'est un sujet qui est uniquement tourné autour de l'entraînement et de la perf, je me dis que il y a d'autres athlètes qui le font très bien et donc moi c'est vrai que j'ai besoin ça me correspond plus. Ouais, autre question aussi, c'est que il me semble que tu as fait certaines compétitions, mais pas forcément qu'avec des handicapés, non? Je fais les championnats de France sur piste valide. Et je savais même pas au début qu'il y avait des compétitions, des catégories où vous pouviez être mixé. Pour aller en championnat de France élite, on va dire valide, il suffit entre guillemets juste de respecter les règlements et de respecter aussi le niveau qu'il y a. Et je suis pas la seule. Heidi Gauguin le fait aussi. Doriane Foulon le fait aussi. Après, on est tous les trois dans les catégories les moins impactées par le handicap. Et du coup, ça nous permet de prendre le départ à côté des athlètes valides. Moi, personnellement, j'ai pris le départ avec
l'équipe d'Île-de-France de poursuite par équipe, où dedans il y avait 3 athlètes olympiques et on fait championne de France toutes les 4. Et là, pour les Jeux, c'est quelque chose de pas envisageable. Non, alors déjà j'ai pas le niveau. Il y a une différence entre le niveau international et le niveau national. Ouais. Et puis je suis trop vieille. C'est un truc que je souhaite à Heidi. Elle est toute jeune, elle débarque, elle a un potentiel de ouf. Et je crois que tu comptes arrêter en plus. Ouais, je m'arrête après Paris. C'est fou. Aujourd'hui, en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire pour quoi tu luttes? Mon rêve, c'est que le sport soit réellement universel. C'est-à-dire que chacun et chacune puisse s'identifier à un ou une athlète. Donc en gros, toutes les minorités soient représentées. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup trop de minorités qui sont laissées sur le banc de touche. Même s'il y a une petite représentation, j'ai l'impression qu'il y a toujours une crédibilité qui n'est pas la même. Puis même la représentation, si on prend juste la communauté LGBT, c'est l'association l'association Fier qui, je crois, avait sorti ces chiffres qui disait que dans le sport amateur, il n'y avait que 10% des pratiquants qui étaient de la communauté LGBT, alors que dans la société, il y en a beaucoup plus. Et dans le sport de haut niveau, c'est une denrée rare, quoi. Rare donc qui assume ou denrée vraiment rare Les deux. Les deux. Encore plus rare qui assume. Ouais. Aujourd'hui, moi, j'ai du mal à citer des athlètes out de haut niveau en activité, mais ça montre bien qu'il y a un manque de représentativité et que qui dit manque de visibilité, dit qu'on ne se soucie pas trop de l'inclusion de ces personnes-là. Et c'est ça que j'essaye de faire bouger. Donc objectif JO, objectif médaille d'or. Objectif meilleur perf. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi. Et bon courage après pour la suite. Et tu vas reprendre la médecine, tu vas reprendre ton métier de médecin. J'ai hâte. Ça me manque, ça fait un peu plus d'1 an que j'ai arrêté. J'ai hâte de reprendre. Je sais pas sous quelle forme, mais j'ai hâte de reprendre. Bientôt. Voilà, merci beaucoup. C'était Marie Patouillet, en direct de l'INSEP, en différé pour vous. Et voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.